Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis Frédéric Fogassi, directeur des études de la Fondation Charles de Gaulle et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le professeur Bernard Lachaise afin d'aborder un sujet qui est à la fois évocateur et en même temps rarement traité avant cet ouvrage de synthèse donc, qui nous arrive aujourd'hui, le gaullisme de gauche. Alors, le gaullisme de gauche, par définition, c'est un problème de définition. Le gaullisme se définit comme au-dessus des clivages. De Gaulle l'a tout le temps réaffirmé dès les débuts de la France libre. Il a continué à le réaffirmer jusqu'au dernier temps, jusqu'en 1969, et sans doute dès les débuts, dès les années 30. De Gaulle cherchait à s'adresser à tous les camps politiques pour promouvoir ses idées sur la modernisation de l'armée française. Mais autour de Gaulle, c'est une génération d'hommes de gauche, qui viennent d'ailleurs de familles et de sensibilités différentes, parmi lesquels on trouve René Capitan, Louis Vallon, Manuel Bridier, Gilbert Grandval, Jacques de Bridel, ou plus tard Jean Charbonnel. Bref, toute une génération d'hommes qui s'est petit à petit agrégée dans des formes politiques différentes, que ce soit des clubs, que ce soit des petits partis. Et c'est toute cette somme de rencontres, de convergences, de publications aussi, de journaux, c'est extrêmement important, qui ont permis ces connexions entre d'un côté des gens qui se revendiquaient du général de Gaulle et d'autre part les différentes familles de la gauche, mendésistes, socialistes, voire dans un certain cas des communistes. Bref, c'est une somme de parcours, une nébuleuse peut-être, une mouvance extrêmement difficile à cerner par sa complexité, par ses oppositions, et c'est tout le mérite de l'ouvrage de Bernard Lachaise, à la gauche du gaullisme, de proposer une synthèse qui permette justement de remettre un petit peu de l'ordre, en tout cas de proposer une vision globale du parcours de cette génération, et par là même d'éclairer surtout une filiation intellectuelle durable, dont d'ailleurs on peut rechercher des traces jusque dans la vie politique la plus récente. Bernard Lachaise, donc, est professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne, et c'est un spécialiste d'histoire politique, spécialiste du personnel politique, spécialiste des formations politiques. Depuis sa thèse bien connue sur le gaullisme dans le sud-ouest au temps du RPF, il a également été l'une des chevilles ouvrières du colloque fondateur sur De Gaulle et le RPF. Il a également été le biographe d'un certain nombre d'hommes politiques, parmi lesquels Yvan Delbos, radical socialiste. Et donc, cette synthèse, c'est le fruit d'un travail au long cours, mené à partir d'années de recherche, de colloques, de publications, qui donne du coup la possibilité d'avoir enfin cette vision globale, une vision, je précise, donc sur le long terme, qu'il fait débuter avec la guerre, avec les premières théorisations par le général lui-même de ce qu'est le gaullisme, pour s'achever quelque part, peut-être au début des années 2000, autour de la candidature de Jean-Pierre Chevènement à l'élection présidentielle de 2002. Alors, Bernard Lachaise, je voudrais peut-être qu'on commence par des questions de sémantique. Gaullisme de gauche, gauche-gaullisme, gaullisme social, gaullisme de progrès. Il existe donc un problème de dénomination. La mouvance que vous nous présentez dans cet ouvrage, et peut-être d'ailleurs que ce problème de dénomination renvoie d'ailleurs à la multiplicité de ces incarnations. Alors comment est-ce qu'on distingue les termes? Est-ce qu'on peut un petit peu avoir justement une explication de texte pour cerner le sujet? Alors le mot qui est le plus large et dans lequel les autres se retrouvent, c'est évidemment le mot gaullisme. Le mot gaulliste de gauche est apparu pendant la guerre ou immédiatement après la guerre. Bon, le moment exact, ce n'est pas déterminé ou peut être discuté. Et il est la formule qui a dominé grosso modo jusqu'à la mort du général. Pour ceux qui se revendiquaient de cette sensibilité, pour la presse qui les voyait de l'extérieur, c'était effectivement des gaullistes de gauche. Ça veut dire quoi? Que par rapport à ce souci du général de Gaulle de transcender les clivages, le clivage classique droite-gauche, mais qui considérait qu'il fallait à la fois la droite et à la fois la gauche, ceux qui se disaient gaullistes de gauche avaient le désir de ne pas, qu'à l'intérieur de la famille gaulliste, il n'y ait pas un déséquilibre au profit
de ceux de droite, tous ceux qui penchaient vers le conservatisme plutôt que vers la réforme. Et ils estimaient assez vite, dès l'époque du RPF notamment, que beaucoup, à l'intérieur même de ce mouvement gaulliste et à l'extérieur, voyaient situer le gaullisme à droite. Donc il y avait ce souci de marquer la différence en insistant notamment sur un des aspects qui était pour eux essentiel, parce que peut-être le plus révélateur d'un souci de réforme profonde, qui était le souci de démocratie sociale. Alors, gaullisme social, on pourrait dire que tous les gaullistes sont sociaux, puisque dans les objectifs initiaux du général de Gaulle, le volet social était effectivement une composante majeure, sauf que c'est vrai pour le général de Gaulle, bien entendu, c'est beaucoup moins vrai pour une partie des gaullistes, quelle que soit l'époque à laquelle on envisage cette famille. Tous n'étaient pas sociaux, ou n'avaient pas la même sensibilité, n'attachaient pas la même importance à cet objectif social. Quant à la formule gaulliste de progrès, elle est surtout utilisée après la mort du général, dans les années 1970, les années 80 encore, notamment autour de Jean Charbonnel, que vous avez cité, comme un petit peu plus tard, à la fin du XXe, on parlait de gaullistes de conviction, où là il n'y avait pas que des gaullistes de sensibilité de gauche, mais qui ont quand même se regrouper ou se retrouver à peu près beaucoup de ceux qui avaient appartenu à ce gaullisme de gauche. Alors justement, vous êtes parti de là, vous êtes parti des années de guerre, c'est-à-dire que le gaullisme de guerre, c'est à la fois un moment où effectivement une convergence d'hommes de droite et de gauche finalement se fait autour du général de Gaulle, et c'est aussi un moment d'élaboration intellectuelle. Qu'il s'agisse d'abord d'une élaboration par le général lui-même, puisque vous citez ses discours, les fameux discours de l'Albert Hall, le discours d'Oxford également, où de Gaulle évoque ce droit à la sécurité et à la dignité de chacun, et plus tard le programme du CNR. Alors, la première question que je voudrais vous poser sur ce point, c'est finalement, d'où vient cette dimension sociale chez de Gaulle, cette volonté de la mettre en avant de manière précoce, et puis surtout, est-ce que c'est forcément chez de Gaulle lui-même quelque chose qu'on peut forcément rattacher aux traditions de gauche? Généralement, on fait le lien de manière peut-être plus évidente avec le catholicisme social. Alors comment s'opère le lien justement avec ces hommes de gauche qui d'ailleurs va déboucher sur le programme du CNR? Alors, c'est une question que j'ai peu abordée dans l'ouvrage, et j'en suis conscient, c'est sans doute un regret que je peux avoir, parce que ce sujet avait été déjà bien abordé lors d'un des colloques préparatoires un petit peu, qui avait été organisé au moment du centenaire de la naissance du général, donc la grande opération De Gaulle en son siècle, que l'Institut Charles de Gaulle avait dirigé, et un colloque avait eu lieu à Lille. C'est pas un hasard évidemment, en 1989, donc sur la politique sociale. Et cette question des origines de la pensée sociale du général de Gaulle et de l'importance qu'il attachait à cela dans sa conviction profonde, intime, avait été abordée. Alors c'est vrai qu'il y a la dimension catholicisme social, qui pour lui est importante. C'est vrai qu'il y a d'autres influences. On a pu parler de Proudhon, donc pré-marxiste, mais du socialisme du 19e siècle, l'époque du socialisme utopique. Il y a aussi l'armée, l'expérience de l'armée, la formation et l'expérience militaire du général. Et ensuite, il y a, je pense, le creuset de la guerre, c'est-à-dire que sa réflexion a mûri aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a été une occasion de réfléchir aussi, de se projeter. Il avait vécu la fin et les moments très difficiles de la fin de la Troisième République, donc dans le cadre d'une crise en plus économique qui était quand même d'assez grande ampleur. Donc je pense que tout cela a pesé. Alors, peut-être que j'ai été influencé là par une remarque de René Raymond lors de ce colloque, qui avait dit justement, il ne faut pas, je ne suis pas convaincu que le catholicisme social, qui est une idée que Philippe le Vilain notamment avait développée, soit au cœur de la pensée finalement du général. C'est beaucoup plus éclectique, et je le crois profondément. Et si j'ai finalement choisi de commencer par la guerre, c'est parce que je pense que c'est quand même dans cette période-là, par les rencontres qu'il a eues et qui se sont nouées autour de lui dans la France libre et la France combattante, et même la France libre, puisque les discours que vous évoquiez sont vraiment au tout début finalement de la guerre,
Voilà, c'est à ce moment-là que les choses se sont faites. Alors, le lien avec des hommes de gauche, avec le programme du CNR, effectivement, mais qui était quand même le programme du CNR, enfin le CNR rassemblait de la droite à la gauche. Jacques Deby-Bridel en faisait partie, il venait de la droite d'avant-guerre. Ce programme, c'est le fruit aussi de tout ce que le général de Gaulle avait amorcé pendant la guerre, et notamment dans la fameuse déclaration, enfin fameuse, restée longtemps un peu sous-estimée, mais déclaration mouvement de résistance du printemps 1942, que Jean-Louis Crémé-Briac avait bien mise en avant dans son livre sur la France libre, et qui a été quand même importante pour, je dirais, rassurer d'une certaine manière les mouvements de résistance qui pouvaient redouter un général qui ne connaissait pas trop et qui pouvait leur rappeler des souvenirs peu démocratiques de la vie politique française, et qui en même temps portait déjà les jalons. Et dans le programme du CNR, on trouve quasiment des mots identiques. Vous avez parlé de la sécurité, par exemple, de la dignité. On retrouve ces termes avec une phrase. Je crois qu'elle est... alors, j'ai un doute là. Est-ce qu'elle est dans la déclaration des mouvements libérés? Oui, c'est dans la déclaration des mouvements libérés, ou au mouvement de résistance, je veux dire, où il disait que la sécurité nationale et la sécurité sociale étaient absolument liées, et que l'un allait avec l'autre. Et je crois que là, on a quand même le fondement de sa pensée sur ce point. Alors, il y a des pages extrêmement intéressantes sur le RPF. Alors, le RPF, qu'évidemment, vous connaissez extrêmement bien, mais justement, vous posez le RPF que De Gaulle fonde en 1947, dont le siège est d'ailleurs en ces murs, rue de Solferino, comme véritablement un parti qui va essayer d'aller concurrencer le Parti communiste français dans ce qui est son domaine, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, et particulièrement le monde ouvrier, à travers en particulier l'importance des associations ouvrières et des groupements professionnels. Vous soulignez également que le RPF, c'est un moment d'élaboration intellectuelle importante. C'est là qu'apparaît l'association Capital Travail, qui va devenir ensuite finalement l'un des chevals de bataille des gaullistes de gauche. Mais alors, c'est quand même un paradoxe, parce que aussi dans un troisième temps, vous pointez que autant l'influence intellectuelle des gaullistes de gauche au sein du RPF est importante, autant pour autant leur poids politique, leur poids militant également est modeste. Alors est-ce que c'est peut-être pas à ce moment-là que se définit un petit peu la position particulière des gaullistes de gauche, proche du général, mais finalement assez marginalisée dans l'économie des mouvements gaullistes? Oui, je crois que vous avez raison, c'est une explication. Ceux qui ont porté le plus cette idée d'association Capital-Travail au sein du RPF, ce sont effectivement René Capitan, Louis Vallon, Moranda, Bridier et quelques autres. Et eux ont beaucoup réfléchi, ont proposé lors des assises ou lors de différentes réunions du RPF ce projet de troisième voie en quelque sorte entre capitalisme et communisme. Mais c'est un projet qui ne descendait pas, si j'ose dire, à la base des compagnons, donc ceux qui avaient rejoint le général et qui ne comptaient pas finalement beaucoup dans les débats lors des élections et dans la vie interne du RPF. J'ai commencé, vous l'avez rappelé, par étudier le RPF vu d'en bas, comme on peut dire, et par conséquent, je voyais bien, j'étais conscient à ce moment-là qu'effectivement, ça n'imprimait pas, comme on pourrait dire. Donc, il y a un fossé qui se crée là et qui est durable, qui est resté ensuite très, très longtemps. Mais pourtant, ça n'imprime pas dans le monde des militants gaullistes, mais par contre, ça imprime dans l'esprit du général de Gaulle, qui, du discours de Saint-Étienne au discours de Bagatelle, va finalement reprendre ses idées, et va même l'en faire, comment dire, l'un des marqueurs du RPF. Oui, parce que c'était aussi, alors non seulement parce qu'il y croyait profondément, pour les raisons que j'ai déjà dites tout à l'heure, mais aussi parce que dans le cadre d'un combat contre le communisme, ou même contre la troisième force qui était au pouvoir à l'époque, il est évident que ça sert pour montrer le souci de réforme et une volonté qui propose autre chose que le communisme, mais qui n'est pas une vision où l'on va considérer que la société ne doit pas bouger, qu'elle est stable. Donc c'était aussi un élément
politique, de l'argumentaire politique. Malheureusement, c'est pas un terme d'historien, mais le RPF n'a pas gagné les élections de 1951 comme il le souhaitait. Et par conséquent, les discours du général sont restés effectivement très clairs. C'est sans doute d'ailleurs à ce moment-là qu'il s'est le plus exprimé et le plus en profondeur finalement sur cet objectif social. Donc, mais ça n'a pas suffi. Et pour beaucoup quand même, autant dans ces années d'opposition, là, du gaullisme d'opposition, c'était essentiellement le combat pour de nouvelles institutions politiques et pour la place de la France dans le monde que le général de Gaulle, était perçu comme étant une voie positive. Alors, je voudrais qu'on en vienne aux hommes, parce que quand on lit les pages que vous leur consacrez, on constate que les structures évoluent beaucoup, l'UDT, plus tard la FRP, c'est-à-dire que les sigles, les incarnations des clubs, des journaux aussi, Notre République, le Télégramme de Paris, sont des choses mouvantes, et pourtant on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnalités pour animer ce courant gaulliste de gauche pendant plusieurs décennies. Alors, est-ce qu'on peut imaginer finalement une espèce de profil collectif entre un homme comme Louis Vallon, polytechnicien qui vient du socialisme, qui a travaillé sur la réforme de l'État dans les années 30, René Capitan qui est constitutionnaliste, Gilbert Grandval, plus tard Léo Hamon qui a été proche de Pierre Mendès France. Qu'est-ce qui les relie finalement, ces hommes ? Il y a pour la quasi-totalité d'entre eux l'expérience de la guerre et de la résistance et le lien qu'ils ont avec ce qu'a fait le général de Gaulle dans la résistance. Et il y a, au-delà de leurs sensibilités donc différentes, puisque si on prend des extrêmes comme de Bridel ou comme Bridier, l'attachement à un objectif de réforme et de ne pas laisser le gaullisme dans un parti politique être identifié à la droite. C'est le cas notamment au moment où l'UDT est créé en 1959. Ceux qui plaident auprès de l'Élysée, donc où le général vient d'être élu, pour que il y ait existence de ce petit parti donc de l'UDT, enfin petit, qui aurait pu être plus grand, mais enfin c'était parce qu'ils avaient le sentiment que l'UNR, créé à l'automne 1958 et qui avait le groupe donc à l'Assemblée nationale, tirait trop vers la droite, ne serait-ce que par les positions sur l'Algérie française. Donc il y a vraiment pour eux, c'était, je pense, ce qui les reliait au général, dont ils savaient qu'il était attaché à ce souci d'équilibre et à ce souci d'objectif social. D'où l'aide financière que l'Élysée apporte à l'UDT, au journal Notre République, Matignon aussi d'ailleurs, parce que justement, c'est une sorte de contrepoids à ce qui peut être une dérive droitière. Alors évidemment, dans le contexte particulier de 1958-60, où à l'intérieur de l'UNR, la division est profonde avec Jacques Soustelle et la rupture sur l'autodétermination et sur la politique algérienne, c'était important d'avoir une aile gauche que l'on puisse entendre. Ce qui ne plaisait pas nécessairement à d'autres de l'UNR, disant oui, mais enfin on fait des yeux doux à cette petite minorité, et nous, voilà. Alors justement, quelque chose qui est assez frappant à vous lire, c'est que les gaullistes de gauche sont des gens qui, quelque part, jouent le général de Gaulle contre Georges Pompidou. C'est quand même paradoxal, puisqu'effectivement, la plupart des formations des journaux gaullistes de gauche sont aidés et soutenus par Matignon, et pourtant on trouve un homme comme René Capitan qui en fait depuis la Libération a une relation d'aversion quasiment, en tout cas de grande hostilité personnelle à Georges Pompidou, Louis Vallon qui refusera d'aller aux Assises de Lille de 1967 et qui plus tard publiera ce pamphlet en 70 l'anti-de Gaulle. Alors comment est-ce que Georges Pompidou, qui devient petit à petit quand même le chef de la majorité, qui réorganise le parti gaulliste tout au long des années 60, se positionne lui par rapport à ces gaullistes de gauche? Est-ce qu'il les perçoit comme des aiguillons? Est-ce qu'il les perçoit comme un mal nécessaire quelque part? Ou est-ce que les gaullistes de gauche ne sont pas des gens qui vont un petit peu jouer quand même dans la distance qui commence à s'installer entre le général de Gaulle et Georges Pompidou après 1967?
Alors, la dernière phrase, je crois, est juste, mais insuffisante. Oui. Oui, ils ont joué le général contre Pompidou, effectivement. Ils l'ont joué jusqu'à un certain point qui agace quand même aussi le général. On a un moment, je crois, où il dit Vallon est fou. Enfin, voilà, il y a quand même, il était très lié à Vallon et à Capitan, mais par moments, voilà, il était un peu exaspéré par certains aspects, parce qu'ils étaient plus gaulliste que lui finalement, enfin il poussait encore plus, c'était une espèce d'ultra gaullisme social, mais pas seulement d'ailleurs social. Alors le rapport avec Georges Pompidou, oui, il est effectivement très difficile. Je pense qu'il y avait effectivement aucune estime dans les deux sens. Hein. Et ce que vous disiez sur Capitan et Vallon, qui avaient effectivement connu Georges Pompidou au cabinet donc du général au temps du GPRF, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, avant même qu'il y ait organisation de quelque chose, d'un mouvement gaulliste de gauche, ou qu'il y ait un projet de participation, les relations sont effectivement exécrables entre les deux. Ils ne se supportent pas, et on le voit ensuite pendant toutes les années où Pompidou suit De Gaulle, suit De Gaulle au temps du RPF. Donc, alors c'est renforcé à partir du moment où Georges Pompidou devient Premier ministre, où il contribue à développer l'image d'un Pompidou banquier de Rothschild qui n'a aucune assise électorale. Capitan, je crois que c'est Capitan ou Vallon, je ne sais plus, mais qui avait souhaité au temps du RPF qu'il aille se confronter un peu aux électeurs en disant ça lui fera du bien de quitter Paris, etc. Bon, donc là ils ont et surtout, ils ont bien vu que Pompidou n'adhérait pas à cet objectif. Pompidou faisait un peu le naïf en disant, mais quand on m'expliquera ce qu'est la participation, je reverrai ma position. En réalité, il comprenait très bien, même si le général n'a pas explicité peut-être suffisamment lui-même, en détail, avec toutes les précisions, ce qu'il souhaitait. Il y avait de grandes idées, mais il a laissé plutôt justement à des hommes comme Vallon, comme Capitan, de développer ce projet. Donc, chaque fois qu'évidemment ces gaullistes de gauche ont poussé au temps où Pompidou était à Matignon pour faire avancer, c'est les ordonnances de 1959 et 1967 sur la participation, et chaque fois, bon, ils ont trouvé que ça n'allait pas assez loin et ils ont accusé Pompidou d'être responsable de cela, Pompidou et son entourage. Ça s'est renforcé à partir effectivement des assises de Lille. Là, ils n'ont pas accepté. Ils avaient déjà, pour un certain nombre d'entre eux, mal vécu le fait que l'UDT avait été obligé de fusionner, enfin de s'unir à l'UNR en 1962, et en 1967, après les législatives du printemps, c'est vrai que ces assises de Lille, c'est la mainmise de Pompidou qui désormais a une assise politique importante, qui est Premier ministre quand même depuis 5 ans, pour créer un parti majorité, et ça, ils acceptent pas parce qu'ils sentent qu'ils vont encore perdre une petite influence, et donc ils estiment que Pompidou ne va pas respecter finalement toutes les volontés du général en ce domaine, ce qui est d'ailleurs en grande partie vrai, mais ils ont beaucoup joué là-dessus, et ils savent, parce qu'ils sont quand même très bien informés, qu'un certain nombre de tensions éclatent entre le président de la République et Georges Pompidou depuis 1965 au moins. Et d'ailleurs, justement, il y a des pages absolument incroyables dans notre livre, dont je recommande vraiment la lecture, sur mai 68. Quand les gaullistes de gauche soutiennent le slogan « Faire la révolution, oui, mais avec De Gaulle », et surtout quand certains intriguent pour obtenir le renvoi de Georges Pompidou à la nomination de Pierre Mendès France à Matignon. Et donc c'est René Capitan qui entre dans le gouvernement de Pompidou le 31 mai 1968 et qui déclare publiquement, alors qu'il est quand même son garde des Sceaux, Pompidou est une grosse couleuvre qu'il faudra que j'avale. D'ailleurs, finalement... est-ce que, du coup, c'est ce qui n'a pas un peu scellé le sort politique des gaullistes de gauche quand, en 69, René Capitan, à un moment, laisse courir l'idée d'une possible candidature contre Georges Pompidou, et qu'en retour, évidemment, l'élection de Georges Pompidou scelle un petit peu la question de leur influence politique. Oui, là, effectivement, cette tentative de René Capitan s'est très vite heurtée à une majorité, quand même, à l'immense majorité des gaullistes. Elle n'a pas abouti. Il est décédé donc l'année suivante. Louis Vallon occupe une place beaucoup plus restreinte à partir de là, mais il est exact que à partir de l'élection de Georges Pompidou, les choses sont tout à fait différentes. Ils n'ont plus ce phare, ils n'ont plus ce soutien à l'Élysée, ils en sont conscients, et ça amène à partir de là un tournant, dans la mesure où un certain nombre d'entre eux
tente, dans ces années-là, début des années 1970, à se rapprocher de la gauche qui vient de s'unir en 1972 dans le cadre du programme commun, et certains d'entre eux vont jusqu'à franchir le pas en votant François Mitterrand à la présidentielle 1974. Mais à partir de là, ils se sont divisés parce que vous évoquiez ceux qui voulaient faire la révolution avec De Gaulle en 68, c'était quand même une minorité à l'intérieur de la minorité, si j'ose dire. Donc, et pour beaucoup, ils sont rentrés effectivement dans leur rang, certains espérant à partir de 1976 du RPR que le RPR aurait voilà cette dimension qui avait été un peu celle du RPF après la guerre. Donc ils entrent au RPR, ils le quittent ensuite. Enfin voilà, il y a des parcours entre Grandval, Charbonnel, etc. Là, c'est les plus connus, je dirais, mais qui étaient aussi parfois dans le cas de Charbonnel un élu important, député, maire de Brive, conseiller. Bon, ils étaient en même temps tenus par ou pris entre deux feux leurs convictions personnelles et effectivement quel était le meilleur choix, d'où la tentative de la Fédération républicaine de progrès qui était intéressante, qui est allée jusqu'à négocier effectivement pour constituer une quatrième composante de la gauche, mais qui a échoué parce que la gauche, à vrai dire, les a franchement un peu méprisés en considérant qu'ils ne pesaient pas très lourd, ces gaullistes de gauche, qu'ils avaient combien de divisions, qu'ils n'étaient pas très intéressants électoralement, à l'exception de quelques radicaux et des communistes qui finalement n'étaient pas les plus hostiles parce qu'il y avait quelques valeurs ou quelques souvenirs partagés, et au sein du Parti socialiste, du PS de François Mitterrand, le CRS de Jean-Pierre Chevènement, qui là prend des positions finalement très ouvertes envers ces gaullistes de progrès, aux grandes dames d'ailleurs de certains socialistes à l'époque qui lui disent que c'est une trahison. Alors finalement, avant de conclure, j'aimerais essayer d'évaluer l'influence qu'ont pu avoir ces gaullistes de gauche. Vous pointez effectivement l'importance de la démocratie sociale, l'importance de l'idée de participation, qui a été un premier marqueur. L'engagement également dans les débats de politique étrangère, avec un anti-américanisme très fort et une convergence avec De Gaulle qui n'est jamais aussi forte qu'évidemment au moment du discours de Phnom Penh, puis plus tard du discours sur le Québec libre. Alors peut-être une troisième question, est-ce que finalement le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas n'est pas un dernier moment où on peut avoir, quelques traits de leur influence, au moins intellectuelle, si ce n'est politique? Alors leur influence effectivement intellectuelle, elle est forte, hein. Il faut voir la place que la presse nationale, Le Monde notamment, accorde aux positions prises par les gaullistes de gauche dans les années 1960, notamment à travers Notre République, qui était quand même une feuille de grande qualité intellectuelle, que De Gaulle lisait effectivement. Donc il y a cette influence intellectuelle. L'influence politique, elle est moindre. Alors je voudrais juste faire, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos de la définition du gaullisme, mais dans ce livre, et c'est pour cela que j'ai repris, en l'adaptant, le titre de l'ouvrage de Jean Charbonnel, hein, qui était ses mémoires et qu'il avait intitulé « À la gauche du général ». Moi j'ai mis « À la gauche du gaullisme » parce que ça dépasse le cadre des gaullistes de gauche au sens strict, dans la mesure où, à partir du milieu des années 60, et vous venez de le dire, il y a des hommes de la gauche gaulliste qui s'étaient opposés, par exemple, au retour du général au pouvoir en 1958, pour les conditions dans lesquelles ce retour s'était fait, donc des mendésistes, des socialistes, etc., et qui, à partir du milieu des années 60 et de la première élection donc, du président de la République au suffrage universel direct, sous la 5e en tout cas, se rapprochent de lui parce qu'ils approuvent en politique internationale la décolonisation, l'ouverture au tiers-monde, l'ouverture à l'Est, les exemples que vous avez cités en particulier, et ils estiment que par conséquent, mais ils se disent de la gauche gaulliste et non pas gaulliste. David Rousset, par exemple, qui vient de l'extrême gauche et qui explique très bien. Il y a toute une série de correspondances entre lui, Georges Pompidou et d'autres, Edmond Michelet, d'autres gaullistes, etc. Mais voilà. Alors, pour ce qui est de la nouvelle société,
oui, ça aurait pu être un moment, il faut penser que Léo Hamon est le porte-parole du gouvernement à ce moment-là. Ça aurait pu être un moment qui redonne un peu de poids finalement aux gaullistes de gauche. Il y en a quelques-uns dans le gouvernement effectivement de Jacques Chaban-Delmas, mais comme on sait que finalement l'entente entre Jacques Chaban-Delmas et Georges Pompidou sur cette question de la nouvelle société s'est quand même assez dégradée très vite après le mois de septembre 1969. Il n'y a pas eu, et bien sûr que Jacques Chaban-Delmas pouvait se sentir très proche de beaucoup de ces hommes, tout en n'ayant jamais, lui, appartenu à autre chose qu'au parti gaulliste majoritaire. Ce qui est d'ailleurs le cas de Charbonnel jusqu'à la mort du général, ce qui est le cas de René Capitan ou le cas de Louis Vallange. Ils ont quand même toujours participé au parti. Eux, ce sont plutôt des hommes comme Jacques Doher ou comme qui eux ont créé des groupes au Philippe de Chartres, enfin le Front travailliste. Bon, c'est différent. Mais ceux qui étaient avec Chaban en 1969, oui, ils auraient pu effectivement caresser cet espoir. On sait que Chaban voulait élargir la majorité, au-delà de ce que Georges Pompidou souhaitait. Il l'avait fait en 1969, mais Chaban voulait aller plus loin. Avec la majorité élue en 1968, c'était un peu difficile et ça n'a pas marché. Chaban a été renvoyé donc en juillet 1972. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a une série d'errements en quelque sorte, parce que il n'y a plus les mêmes soutiens et donc. Alors c'est ce que vous avez déjà un petit peu défini, le programme commun de la gauche en 1972, une bipolarisation qui se met en place progressivement, les présidentielles de 74, les législatives de 78 et enfin le choix de 1981. Et à partir de là, vous décrivez finalement des réseaux qui restent vivaces, même si les grands chefs meurent, Capitan en 70, Vallon en 81, et surtout qui restent extrêmement fragiles, extrêmement faibles sur le plan électoral, à l'exception effectivement quasiment de Jean Charbonnel, qui est un des rares élus à bénéficier d'une implantation locale solide à Brive. Mais du coup, finalement, ces années un petit peu de survivance entre clubs, publications et finalement tentatives politiques timides, elles aboutissent à ce que vous définissez comme le dernier moment de résurgence, c'est-à-dire la candidature présidentielle de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Alors vous la définissez, je cite, comme le chant du cygne du gaullisme de gauche. Pourquoi ? Mais je ne me souvenais pas avoir employé la formule chant du cygne, vous êtes sûr ? Oui, mais ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas l'apogée. Si on considère que le chant du cygne, c'est l'apogée, non. Mais c'est le dernier moment où, effectivement, une partie de ceux qui étaient encore en vie et qui avaient compté dans cette sensibilité, soit dans le cadre de partis, soit dans les entourages du président de Gaulle, notamment Étienne Burin-Desrosiers, par exemple, se sont retrouvés à soutenir cette candidature de Jean-Pierre Chevènement, qui les avait toujours entendus, en quelque sorte écoutés, depuis les années 70, et dans lequel ils retrouvaient, en ce début du XXIe siècle, des valeurs qui leur étaient chères. L'indépendance nationale, que Jean-Pierre Chevènement avait porté quand même très haut dans son opposition à Maastricht, le sens de l'État. Donc, c'était assez naturel qu'ils s'y retrouvent, et ça a été quand même ça a été perçu comme tel par Jean-Pierre Chevènement. Ça a été connu, diffusé et salué, un peu étonné parfois, mais salué par la presse en 2002, parce qu'effectivement, on retrouvait là. Alors, tous ne venaient pas de la sensibilité gaulliste de gauche. Jean Foyer, par exemple, n'est pas cet exemple-là, mais beaucoup quand même de ceux que Jean-Pierre Chevènement appelle les gaullistes de conviction, parce qu'ils étaient restés favorables à un certain nombre de points fondamentaux de leur combat et du gaullisme dans lequel ils étaient entrés ou qu'ils avaient soutenu au temps du général. Merci beaucoup Bernard Lachaise. C'est un livre qu'il faut lire à la gauche du gaullisme. C'est un livre qui justement s'attaque à décrire cette nébuleuse d'hommes qui ont porté des idées, qui ont porté des idéaux, qui ont essayé à leur manière d'infléchir le gaullisme, et puis surtout d'hommes dont l'héritage intellectuel, peut-être plus que politique, est encore aujourd'hui tout à fait vivace. Bref, c'est aussi un livre qu'il faut comprendre, qu'il faut lire pour comprendre des enjeux politiques extrêmement contemporains et dont je vous recommande la lecture. Merci beaucoup. Merci à vous.